et de nous retrouver avec vous après un petit temps de silence qui qui n'était pas dû hein, à notre volonté, les circonstances de la vie, la fatigue, le deuil. Et donc, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir. Nous voulons encore vous dire merci pour votre fidélité et vous dire merci surtout pour votre présence fidèle, si je n'ose pas me répéter, hein, pour ne pas me répéter. Donc, votre présence toujours fidèle à cette émission, on va y arriver. On ne va pas se blesser. Alors, on est très content de vous avoir avec nous. Et puis, on est aussi très content de parler encore aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Vous savez, hein, comme je vous le dis toujours, en Côte d'Ivoire, il y a toujours un nouveau dossier, il y a toujours du rebondissement, il y a toujours une nouvelle affaire. Entre autres, les rumeurs sont en train de battre le plein sur, sur les réseaux sociaux. Pas vraiment des rumeurs, puisque c'est sorti de la bouche d'un ancien associé du RHDP qui nous dit comme ça que la jeune Kadi Touré est la maîtresse d'Adjumani. Ce n'est pas vraiment le fait qu'elle soit la maîtresse d'Adjumani, du ministre Adjumani qui nous dérange, parce qu'on sait que les ministres, c'est leur travail. Quand ils sont dans ces postes-là, tout ce qu'ils veulent, ce sont des petites filles pour remuer leur gros ventre. Donc ça ne nous étonne pas du tout, puisqu'ils ont l'argent qu'ils volent chaque jour. Ils ne savent pas où le mettre. Donc, il faut qu'ils achètent de grosses voitures à des petites filles qui les font branler. Voilà, il n'y a pas de problème. On le sait, on est habitué, ce n'est pas une nouvelle. Mais là où ça nous dérange, c'est que nous savons que c'est l'argent volé de la Côte d'Ivoire qui permet à ces gens d'entretenir ces jeunes nouvelles catégories, générations de maîtresses ou, comme on les appelle en Côte d'Ivoire, des prostituées de luxe parfois. Je ne dis pas que Kadi en est une, je l'aime beaucoup, c'est une très belle femme, c'est une très belle jeune dame que nous apprécions dans son émission. Mais toujours est-il que quand votre nom est mêlé à un scandale, eh bien écoutez, tout le monde se permet de dire ce qu'il a envie de dire sur vous. Mais ce n'est pas ça notre sujet de ce soir, parce que ça, ce sont des non-événements, on n'a pas le temps à perdre avec ça, que chacun gère ses problèmes de fesses comme il veut. Ce n'est pas vraiment le problème des Ivoiriens. Ce qui nous intéresse, nous, ce soir, eh bien, écoutez, c'est la candidature du président Tidiane Thiam du PDCI RDA qui vient de nous être, dont on vient de nous faire une révélation très, très importante par la bouche de ce Arthur Banga, ce vendu malheureux qui n'a pas honte quand il apparaît sur les chaînes télé, qui est très fier d'être un vendu, très fier d'être un homme sans honneur, qui s'est fait acheter par 1 million par mois, alors qu'il dit qu'il est professeur d'université, un professeur sans conviction. Je me demande bien ce qu'il communique à ses élèves, parce que je me souviens, quand nous étions étudiants, nous avions des professeurs honorables. Voilà, nous avions des professeurs qui, eux, savaient qui ils étaient, ce qu'ils voulaient, qui étaient prêts pendant le cours à éveiller nos consciences jeunes, justement en critiquant la politique de Faute-Boigny, en critiquant le parti unique et tout ce qui s'y passait. Alors aujourd'hui, on a des vendus à qui on a donné des diplômes parce qu'ils appartiennent à tel ou tel parti, qui viennent là sur les télévisions pour dire n'importe quoi, des gens qui ont étudié en Côte d'Ivoire, des personnes que nous connaissons, dont le curriculum vitae n'est pas caché, des personnes qui ont des amis de classe, des camarades d'école, qui ont fait le lycée classique, qui ont fait le lycée de Yamoussoukro, qui ont fréquenté en Côte d'Ivoire, des personnes très honorables, pardon, qui ont un passé réel, un passé véritable, un passé palpable. Et on vient là avec des vagabonds qui sont parvenus, des gens qu'on a enseignés, qui ne valaient rien à l'école, qui aujourd'hui sont devenus des soi-disant doctorants et qui viennent dire n'importe quoi sur les chaînes de télé sans aucune retenue et qui pensent qu'ils sont dans le secret de Dieu ou bien qu'ils sont sortis de la cuisse de Jupiter et qui osent ouvrir leur gueule. Permettez-moi ce soir de parler comme M. Kwasi Dunga, parce que je comprends pourquoi de temps en temps, M. Kwasi Dunga est si cru avec ces gens qui ne comprennent rien du tout, hein, qui viennent ouvrir leur puits à malhonnêteté pour dire n'importe quoi
sur des personnes honorables. Alors, on est venu nous dire, d'après la bouche de M. Arthur Banga, que M. Tidiane Thiam n'a pas renoncé à sa nationalité. Il le sait de sources sûres. Évidemment, nous savons que les sources du RHDP sont des sources de mensonges. Et tous ceux qui y boivent finissent par se convaincre de tous les mensonges qui y sont prêchés. Et chaque jour, des mensonges dont certains parmi nous ont fait la propagande en croyant que c'était la vérité. Mais vous savez, il y a toujours des petites questions qui vous ramènent à la réalité. Dites-moi un peu, qui sont les camarades de classe en Côte d'Ivoire de M. Alassane Ouattara qu'on est en train d'encenser tous les jours? On veut le faire passer pour un demi-dieu et nous faire croire que c'est le meilleur Ivoirien. Dites-nous avec qui il a fréquenté en Côte d'Ivoire. Dites-nous avec qui il a mangé de la tchéké poisson ou bien il est allé chez lequel abouti. Dites-nous dans quel quartier il habitait. Moi, je connais M. Ouattara. Quand je l'ai connu, c'était un monsieur qui était complètement détaché des réalités ivoiriennes. Il fallait tout lui apprendre et ceux qui étaient autour de lui étaient ceux qui l'aidaient à le savoir, comment il fallait parler, où il fallait aller et tout ça. Et M. Ouattara, je vous assure, était un peu malmené par cette situation parce qu'il n'y était pas habitué. Alors, ne venez pas nous raconter les histoires et faire croire qu'il est plus ivoirien que M. Tidiane Thiam. Il est temps qu'on en parle. On veut déplacer le débat pour nous dire que M. Tidiane Thiam n'est pas ivoirien, M. Laurent Gbagbo est un criminel, M. Blé Goudé est un assassin et que toutes ces personnes sont disqualifiées quand on suit un monsieur qui est un menteur. Je le dis ce soir, vous ne m'avez jamais entendu dire que M. Ouattara était menteur, mais je vous dis ce soir qu'il est un menteur. Un homme qui ne peut pas tenir sa parole, c'est un menteur. Un homme qui ne peut pas respecter sa parole, c'est un menteur. Un homme qui dit des choses qui n'existent pas, c'est un menteur. Et tous les menteurs sont en train de payer le prix de leurs mensonges, à commencer ou bien avec, comme Soro Guillaume, puisque d'autres sont morts dans ce mensonge. Ils ont suivi M. Ouattara, ils ont payé avec leur vie. Aujourd'hui, allez demander à Soro Guillaume, eh bien, il vous dira que M. Ouattara est un menteur. Alors, quand vous suivez un menteur, s'il vous plaît, tout le monde n'est pas menteur parce que votre leader est un menteur. Quand il dit qu'il ne sera plus candidat, quand vos responsables qui disent qu'ils sont des professeurs, des docteurs en droit, disent que si on s'arrête à la Constitution de 2016, M. Ouattara ne peut pas être candidat et qu'il se retourne après avoir utilisé le WC parce qu'ils se sont remplis l'estomac avec de l'argent volé, vient nous dire que M. Ouattara est leur candidat naturel. Mais attendez, si la tête est pourrie, ce n'est pas étonnant que l'estomac soit pourri, que les fesses soient pourries et que tout le corps soit putréfiant parce que vous êtes un assemblage de mensonges. Ce soir, Sister Sarah se lève contre les suiveurs de M. Ouattara qui ne sont pas réalistes, à commencer par M. Arthur Banga, qui d'abord est un monsieur qui a besoin d'aller se remirer, d'aller voir comment on s'habille, d'aller voir comment on présente bien avant de venir s'attaquer à M. Tidiane Thiam. Ne pensez pas que je suis du PDCI. Non, je n'ai jamais été du PDCI. Mais nous pensons qu'il est temps que ça s'arrête et qu'on arrête de propager des mensonges sur des gens parce qu'on nous donne 1 million par mois. S'il vous plaît, il faut que ça s'arrête. Et donc, on reviendra toujours sur tous ceux qui vont s'élever contre les enfants de la Côte d'Ivoire ou dire n'importe quoi. Nous allons réagir parce que nous sommes des enfants de la Côte d'Ivoire. Oui, ce sont mes frères, je les connais. Voilà. Ce sont mes frères, je les connais. Voilà. Je les connais. On les a vus aller à l'école. On a entendu parler de M. Laurent Gbagbo quand on était au lycée. Oui, on a entendu parler de ce monsieur qui était au Feu-Boigny, qui est parti en exil et qui va revenir un jour, ce champion national. On a entendu parler de lui. On a entendu parler, s'il vous plaît, de M. Tidiane Thiam, qui est sorti major. C'est comme ça on dit, non? Major de sa promotion à l'école polytechnique en France.
C'est sous nos yeux, s'il vous plaît. Nous sommes encore vivants. C'est sous nos yeux. On n'a jamais entendu parler de M. Alassane Ouattara jusqu'à ce que M. Houphouët-Boigny le fasse venir pour être Premier ministre. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous faire croire des choses qui n'existent pas, même si M. Bala Keïta, pardon, pas M. Bala Keïta, M. Ben Soumaro nous disait qu'ils ont tout fait pour attribuer à M. Ouattara le village de Kong, qu'ils sont allés lui faire un extrait de naissance. Mais écoutez, mes chers, ce sont des réalités. On ne peut pas les effacer. Et dommage que M. Ouattara est suivi par des moutons, parce que les moutons ne sont pas intelligents. Vous auriez dû aider votre leader à se faire accepter par les Ivoiriens en disant la vérité pour dire, c'est vrai, mes chers frères ivoiriens, vous ne me connaissez pas, je n'étais pas ivoirien au départ, j'ai vécu au Burkina, j'ai tout fait avec le Burkina, mais aujourd'hui, je reviens chez moi. On l'aurait applaudi, on l'aurait accepté, plutôt que de vouloir nous forcer à avaler la pilule d'une identité réelle de M. Ouattara. Quand on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas. On sait beaucoup de choses. Mon c'était, quand Johnny Pacheco vous parle de vous, mais il dit des vérités. Alors, on vous connaît maintenant. Alors, allez dire à ce monsieur Arthur Banga de prendre son million et de plus de fermer sa clapette pour une fois. Il n'est pas un intellectuel. D'ailleurs, comme disait un des panélistes sur le plateau, il est mal élevé et c'est sa mauvaise éducation qui vient présenter sur le plateau. Il ne sait pas faire un débat intellectuel sans insulter, sans toutefois dire ce qu'il pense, sans toutefois ironiser ou bien narguer les gens. Lui qui est un vaurien, qui est arrivé là parce qu'on l'a catapulté. Quand on le voit, on sent qu'il est malheureux. Il est assis sur le plateau comme un petit pauvre malheureux triste en face de ces grands intellectuels. Il est dépassé. Et quand on n'a pas d'argument, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence à attaquer la vie privée des gens, des sources sûres. Je peux vous dire de sources sûres que M. Tidiane Thiam n'a pas renoncé. Quelle source qui est sûre au RHDP? Qui est sûr là-bas? Ce sont tous des menteurs. Qui est vrai là-bas? Tous des faussaires, des voleurs. Oui, c'est la vérité. Dommage. Ça peut vous faire mal, mais c'est la vérité. Je voudrais dire bonsoir à mes panélistes. Monsieur Adjaï, vous êtes là? Est-ce que M. Adjaï est avec nous? Oui, vous m'entendez? Bon. Oui, ça va bien. Je vous entends. Ça va très bien, merci. Voilà. Je ne sais pas si M. Gouvin est là. Je salue commandant Jacques Aka est là. Ah bon, d'accord. Bonsoir, pasteur Aka. Oui, bonsoir, c'est Sarah. Soyez bénis. Merci, amen. Vous aussi. Alors, on m'a jamais entendu parler comme ça, très rarement. Il y a longtemps que je faisais plus ça, mais j'ai été un peu offusquée quand j'ai vu cette vidéo de ce petit malheureux-là qui vient dire n'importe quoi, envoyé par le RHDP pour déjà poser les bases du manque de démocratie de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est la preuve que dans les mois à venir, les jours à venir, on nous dira certainement que M. Tidiane Thiam n'est pas qualifié pour être candidat puisque on pense que le dossier Gbagbo Laurent est clos. En tout cas, pour le RHDP, le dossier Gbagbo Laurent est clos. C'est maintenant le dossier Tidiane Thiam qu'il faut gérer. Alors, bonsoir, messieurs. Je voudrais avoir votre opinion sur cette affaire. S'il arrivait que M. Alassane Ouattara refuse ou bien enlève à M. Thiam le droit à la candidature, qu'est-ce qu'on peut prévoir en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui va se passer avec le PDCI? Je voudrais commencer avec Pasteur Aka. Ok. Ben, merci à vous. Bonsoir à tout le monde. Et puis, bonsoir, M. Adjaï. Bonsoir, Pasteur Aka. C'est une question pertinente. Et il y a certaines choses que nous ne voulons pas dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette année 2025, c'est que le RHDP a toujours montré à l'opposition, après 2011 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le même environnement. C'est vrai que
le RHDP essaye de vouloir placer les mêmes pions d'intimidation ou de peur. Ça, les gens sont préparés à ça. Vous ne pensez pas que ça va marcher? Non. Parce que voir Babo sur le terrain, Tidiam Thiam sur le terrain, Blé Goudé sur le terrain, Madame Babo sur le terrain, Soro Diom, il n'est pas là, mais ces éléments sont sur le terrain. Ah non, à un certain moment, peut-être qu'il va les tuer tous. Je ne pense pas. Aujourd'hui, l'équation qui lui est posée, où il n'arrive pas encore à prendre une décision s'il va être candidat ou pas, où il ne se prononce pas, c'est parce qu'il sait que en face de lui, là, ce n'est pas 2015, ce n'est pas 2020. Donc, qu'il le veut ou pas, le dialogue politique là, ça aura lieu. Qu'il le veut ou pas, il finira par céder. Mais je voudrais faire cette précision. Vous savez, le président Ouattara est dans une logique. Sa logique, c'est quoi? On peut parler de constitution, on peut parler de droit. Non, la logique, c'est que il fonctionne selon les accords de Marcoussi. Qui disent quoi? Et c'est en fonction des accords de Marcoussi qui ont fait de lui aujourd'hui les candidats. Oui, mais les accords de Marcoussi disent quoi? Les accords n'ont jamais dit. Oui, mais c'est ça le fond du problème. Les accords n'ont jamais dit que c'était des accords qui étaient limités à seulement 5 ans ou bien à une seule élection. Non, mais est-ce que ce sont des accords qui déterminent les élections? Parce que quand on regarde dans le fond... ce n'est pas la Constitution? Non, quand on regarde dans le fond, la Constitution n'a jamais été respectée. Parce que si la Constitution... Je suis d'accord, mais c'est la Constitution qui détermine la candidature, les critères pour être candidat, c'est la Constitution qui nous les donne, n'est-ce pas? Oui, dans le droit des choses, dans la justice. Mais si on veut appliquer la Constitution, ni lui, ni Babo ne peut être candidat. Parce que les deux ont déjà fait 2 mandats. Non, Babo a fait 2 mandats. Non, Babo a fait 2 mandats, il a fait 10 ans, même s'il y avait une crise. Alassane Ouattara a fait 2 mandats. Là, il est dans un 3e mandat forcé. Il est dans un 3e mandat anticonstitutionnel. Donc, s'ils prétendent qu'ils sont dans le premier mandat de la Nouvelle République, en ce moment-là, il sera obligé de permettre à Gbagbo d'être candidat parce que ceux qui ont été condamnés là, ils ont été condamnés dans l'ancienne République. On est dans la 2e République. Vous savez, il y a des arguments pour se défendre, mais dans le fond, c'est une intimidation. C'est une intimidation. Parce que si on parle de 2e République, d'accord, ceux qui ont été condamnés, ceux qui ont eu les problèmes de la crise post-électorale, tout ça là, ok, ils sont graciés, ils sont amnistiés, ils sont libres. Parce qu'on est dans une nouvelle République. Donc, s'ils veulent parler de nouvelle République, tout le monde n'aurait pas tous à zéro. Voilà. En ce moment-là, ils seront obligés de trouver un accord politique pour dire, bon, cette année, tout le monde va être allé en grève. Mais je crois que le problème de l'opposition, ce n'est pas forcément les candidatures. Le problème de l'opposition, c'est les réformes qu'il faut pour les élections, CIE, électoral, découpage, tout. Et cette opposition que je connais, que je vois, que ce soit Babo, que ce soit Thiam, ils n'auront pas une élection avec tout ce désordre-là. Ce n'est pas possible. Donc, le pouvoir est en train de jouer à une carte. C'est vrai, ils sont en train de jouer une carte à un passage de force. Si ça marche, ils ont gagné. Mais comme ils savent que ce n'est plus le même environnement,
malgré tous les appels que les partisans disent, le président Ouattara ne s'est pas encore prononcé parce qu'il sait que sa candidature va être encore un problème. Il sait que sans la réforme de la CIE, ça va être un problème. Sans, il y a une assise. Il ne pourra pas aller comme ça aux élections. En ce moment-là, Gbagbo, Thiam, ils n'ont qu'à quitter la scène politique. C'est que c'est des vauriens. Je ne vois pas Thiam laisser toutes ces réformes-là sans solution et puis aller à une élection. C'est pour cela que lui aussi, dans sa sagesse, il ne s'est pas encore prononcé. Il ne s'est pas encore prononcé. Voilà pourquoi ils ont mis aussi leur bureau politique, leur congrès très loin. D'accord. On va permettre à M. Adjaï de donner son point de vue là-dessus. M. Adjaï? Oui, c'est ça. Alors, j'ai écouté Patriaka quand il parle de Marcoussi. Voilà un point de Marcoussi qui n'a pas été écrit dans les accords, mais qui ont été signifiés à Ouattara pour qu'il adopte le comportement qu'il a aujourd'hui. Marcoussi a demandé que Gbagbo fasse de Ouattara candidat coûte que coûte. Quand bien même il exceptionnel. Voilà, exceptionnel. Maintenant, ces chefs maintenant disent à Ouattara, tu es candidat maintenant, on a gagné. On t'impose pour nourrir la France, pour la promotion de France CFA, pour la promotion de la France-Afrique. Donc, tous ceux qui sont devant toi, il n'y a pas d'opposition. Tu roules en maître, il n'y a pas de constitution, tout est dissous. Toi, tu fonctionnes selon ce que nous voulons. Donc, on ne peut plus parler de constitution. Ouattara ne va jamais respecter la constitution. Quand lui-même, il a écrit une constitution en 2016 pour tromper les gens, il ne va pas la respecter et il ne la respectera jamais. Voilà la logique de Ouattara. Les gens disent que oui, ses amis l'ont laissé. Macron, la France et les Occidentaux ne vont jamais laisser Ouattara parce que c'est leur sous-préfet. Ça fait un. De deux, ils se sont dit au RHDP, la liste électorale qu'on a mise en place là, à du manière a été claire. Nous, on n'a pas honte d'enrôler des étrangers pour notre électorat. Ça a été clair et ceci a été fait dans la liste électorale. Tout ce dont on a parlé, les fraudes, Coulibaly Coulibaly est au courant, c'est lui qui a fait. Et donc, ils ont décidé de ne pas réviser la liste électorale, sinon ils sont morts. Ils ont décidé de ne pas auditer la liste électorale, sinon ils sont foutus. Les découpages qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour ça. Donc, si on sait ça, alors nous devons aider notre opposition à adopter une posture digne d'une opposition. Il faut qu'ils sachent que Coulibaly Coulibaly ne va jamais réviser la liste électorale, il ne va jamais, le dialogue, c'est foutu parce que RLDP dit, mais le dialogue, pourquoi faire? Donc, c'est out of question, pas de dialogue politique. Donc, une fois l'opposition sait ça, ça veut d'adopter une position claire. Et ça, nous allons les aider. Moi, je suis prêt maintenant. Il y a longtemps, j'ai dormi, il y a longtemps, je n'ai pas écrit. Je suis prêt à écrire au PPCI, au PDCI et aux autres, au RPI, à tout le monde, pour donner mon point de vue sur cette affaire-là. Parce que nous sommes agacés, J. Sarah. On ne peut pas, dans un pays, on ne peut pas faire ça. Ce sont des brigands, des gangsters. Ils n'ont de respect pour personne si ce n'est pas leur propre personne. Ça, c'est le premier. Deuxième point que je voulais faire à propos de Atu Banga. La dernière fois, il a traité Ibrahim Traoré de plaisantin, de délinquant. Ça là, si ce n'est pas le RADP qui l'a envoyé à dire ça, de ce grand homme, de cette fierté, Ibrahim Traoré est une fierté africaine. Ça, c'est pour nous. Mais pour des vanités, des cochons comme les Atu Banga là, c'est eux qu'on envoie des chiens pour aller aboyer, pour insulter les Ibrahim Traoré. Ça dit, les Atu Banga là,
un jour, je vais participer, je vais appeler le studio MCI là pour participer. Et je vais lui dire 2 mots. Parce que à nous, en Côte d'Ivoire, on est quand même, vous nous avez mis à l'école, on a été à l'école, on s'est mis entre les lignes. Tout à l'heure, vous l'avez dit, mais on ne sait même pas ce qu'il enseigne à nos enfants, à nos frères, à nos soeurs, ce qu'il enseigne à l'université. Parce que c'est un cochon, un menteur, un vaurien. Bref, les Ivoiriens l'ont à l'œil. Et un jour, il saura ce qu'il attend. Je vais m'arrêter là. Qui a mis l'eau dans le coco, comme on dit chez nous? Voilà, qui a mis l'eau dans le coco. Alors, je ne sais pas si M. Douga nous a pris en cours. Hein. Si M. Douga est là, il peut se signaler, mais s'il n'est pas là aussi, on va continuer. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Malheureusement, on a commencé l'émission un peu en retard. Aujourd'hui, nous attendons à des élections calamiteuses. On n'a plus besoin de se le cacher. Écoutez, on en a parlé déjà plusieurs fois. Le Conseil constitutionnel, nous avons 6 membres là-dedans. Parmi les 6 membres, M. Ouattara est présenté 3. Monsieur la Cour, le Sénat présente une personne, l'Assemblée nationale 2, qui sont tous à la solde de monsieur Ouattara. La CEI contient 18 membres, dont 15 sont acquis à la cause de monsieur Ouattara. Nous savons que les 2 sont pipés. Alors, quand j'ai eu la conversation la dernière fois avec certains amis, on parle politique souvent, il y en a qui ont dit simplement que il n'y a plus d'autres schémas en Côte d'Ivoire. Il n'y a que 2 alternatives. Et je vais vous les donner. Hein. La première, c'est de faire un coup d'État avant les élections. Parce que certains disent que M. Ouattara met les Ivoiriens en face d'une impasse. Personne ne peut avancer. Le dialogue politique n'a pas encore eu lieu. M. Ouattara fait la sourde oreille à tout ce qu'on lui propose. Et donc, ils font ce qu'ils veulent. Ils changent les lois comme ils veulent. Ils imposent de nouvelles lois. Alors, selon certains, la meilleure solution, c'est de le buter du pouvoir, et je répète les mots, avant les élections. Et il y en a d'autres qui disent que si M. Ouattara reste au pouvoir et que les élections ont lieu, le coup d'État ne va pas être évité en Côte d'Ivoire après son élection. Est-ce que vous pensez que ces 2 schémas-là peuvent arriver, Pasteur Aka? Oui, moi je pense que ce sont des hypothèses, hein, mais jusqu'à preuve du contraire, en ce qui me concerne, il y a encore du temps. Parce que, vous savez, qu'on le veut ou pas, actuellement, c'est lui qui gouverne. Ok, nous sommes à peut-être combien? 8 mois, 9 mois des élections. Donc, l'opposition est toujours dans sa logique, dans sa démarche démocratique. Si vous voyez. Et le président Ouattara lui-même n'a jamais dit non. Ce sont les gens qui sont autour qui parlent. On peut dire que ces personnes le représentent. Mais dans le fort intérieur, il sait que ce que l'opposition réclame là, c'est inévitable, c'est impératif. Donc, l'opposition ne peut pas aujourd'hui chercher à aller à un rapport de force. Ça, parce qu'il va dire qu'on me perturbe, ça va devenir des troubles. Et c'est ce qu'eux recherchent. Donc, l'opposition fonctionne dans la patience, dans la négociation, dans le dialogue. Mais quand le moment va arriver, parce qu'à un certain moment, quand tu parles à un sourd, il n'entend pas là. Qu'est-ce que tu fais? Tu tapes sur sa tête. Parce que quand le moment, si jamais il n'y a pas de réforme là, et qu'on arrive où la fin du mandat du président en exercice doit prendre fin à un certain moment selon la Constitution, en ce moment-là, en 2020, c'est parce que l'opposition s'était mal pris avec la CNT. Sinon, Ouattara était down. C'est parce qu'ils ont discuté à faire du poste de position. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas pareil. Parce qu'en 2020, quand l'opposition s'était réunie au stade de Faux-Boigny et tout ça, s'ils avaient eu un peu de sagesse, c'était fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'opposition, eux-mêmes, entre eux, là, ils ont commencé à se faire palabre. Et puis, paf, voilà Kakabé.
ils sont comme un joker pour être candidat. Mais cette fois-ci, ce n'est pas ce qui va se passer. Ah non, moi je crois que le président Ouattara fera en sorte que, lui-même il a dit que l'élection va être apaisée et ça sera inclusif. Donc, il a le dernier mot. Et vous croyez ça? Vous croyez que ce que M. Ouattara a dit a un quelconque poids? Non, jusqu'à preuve du contraire, il est dans sa logique, il est dans son droit. Il est le président, il a encore du temps, selon la Constitution. Seulement que l'opposition s'organise. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un plan B. Dans le cas où, qu'est-ce qu'on fait? Ça se passe entre eux. Mais comme il y a trop de fumisterie, l'opposition, je dis, on a comme l'impression que les gens ne se parlent pas, mais les gens se parlent. Maintenant, le cas de Atou Banga. Atou Banga, il fait son travail. Il est conseiller à la défense. Il est conseiller à la défense. Vous voulez qu'il dise quoi? Mais écoutez, il fait son travail. Moi, ce qui me fait un peu de la peine, c'est que quand vous regardez les débats sur les chaînes, tu sens que les analystes eux-mêmes là, ils font pitié. À part quelques-uns vraiment qui s'expriment librement, mais la majorité là, tu sens qu'il y a une peur. Ils essayent d'argumenter, arranger, parce qu'eux-mêmes dans leur esprit, dans leur subconscience là, ils savent que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux, c'est mauvais. Je ne sais pas. C'est pour ça que quand vous appelez pendant, M. Aguilar dit va appeler. Non, quand vous appelez pendant l'émission, on vous écoute, on vous enregistre, on vous demande d'abord ce que vous avez dit. Oui, on a vu le monsieur qui les a dénoncés la dernière fois, puisqu'il a dit à M. Diarra-Souba, mais je vous ai déjà tout expliqué, croyant qu'il avait parlé à Diarra-Souba déjà, alors que c'était l'interview qu'on lui avait faite avant de le transférer sur l'émission. Voilà. L'émission. Donc, on écoute que ceux qui disent ce qu'on veut entendre. Il y a rien de clair. La chaîne MCI fait le jeu du pouvoir. C'est vrai, ils essaient de mettre des débats, les gens viennent se débattre là, mais dans le fond, ils ont des limites. Ils ont des limites. Toutes les chaînes qui sont là aujourd'hui fonctionnent pour le pouvoir. Donc moi, parfois, quand je les écoute, bon, c'est bien parfois pour se distraire, mais dans le fond, quand tu regardes dans leur esprit, tu sais que ils disent des choses malgré eux. Or, on a toujours dit en politique, que ce soit en politique comme en leadership, quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Les gens ont besoin de dire au président la vérité. Si vous l'aimez là, dites-lui ce qui est juste, dites-lui ce qui n'est pas juste. Voilà comment on exprime qu'on aime une personne. C'est pas parce que vous aimez une personne que si la personne est en train de commettre des erreurs, si à cause de la personne il y a des problèmes, vous allez acclamer. Demain, s'il n'est pas là, vous allez venir dire quoi? Ah, on nous a forcé. Non, mais non. On coupe vous tous là vos têtes. On vous a pas forcé, vous êtes des êtres humains. Donc, alors, vous n'avez pas vraiment répondu à la question, hein. Coup d'État avant, coup d'État après, est-ce que je souhaite même pas cette hypothèse. C'est-à-dire que je n'ai pas répondu parce que ce n'est même pas quelque chose qu'envisageable. Coup d'État, ça déstabilise un pays. D'accord. Vraiment, merci. On prie que Dieu nous donne une autre solution, mais en fait, des coups d'État, machin, c'est pas la solution. Et puis bon, ça va créer, le pays est trop, il y a trop de mercenaires en Côte d'Ivoire. Le pays est trop sûr. Quand vous allez à Abidjan, vous allez dans la ville, vous voyez des visages, mais vous ne savez pas d'où ils viennent. On dirait des zombies. D'accord. Je vais aller vers M. Adjaye avant de revenir vers M. Ncho parce qu'on va parler de M. Tidiane. M. Adjaye? Oui, c'est ça, Sarah. Cette hypothèse. Les deux options. Tous les ingrédients sont réunis pour un renversement de pouvoir par coup d'État. Parce que quand vous voyez la logique des rebelles, ils ont pris les armes pour rectifier une injustice. Et Soura avait dit, face à une injustice, il faut prendre les armes. Alors, selon vous, quelles sont les injustices qui peuvent motiver ou causer un coup d'État, pousser quelqu'un à faire un coup d'État? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
que vous voyez en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Côte d'Ivoire, avant d'arriver à Côte d'Ivoire, je vais vous donner l'exemple du Mali. Ils ont fait leur... moi, je n'appelle pas ça coup d'État, j'appelle ça une correction. Ils ont corrigé une horreur parce que les militaires maliens n'avaient pas accès à Kidal. Les Français les en empêchaient. Et donc, les militaires ont pris leurs responsabilités. Ils ont approché leur président. Le gars a commencé à les tourner en rond. Ils se sont regardés et ont dit, si on n'enlève pas là, on est mort. Et c'est comme ça, ils l'ont enlevé, doucement. Il n'y a pas eu de mort. Ils n'ont pas tiré une seule balle. Donc, je vous donne cet exemple pour dire qu'on fait ces changements parce que les gens ont peur des militaires. Même s'ils n'ont pas d'armes, en pays, déjà, ils font peur. Donc, eux, ils peuvent facilement faire ce genre de changement pour corriger une erreur. En Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est les Français qui ont dirigé tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est des gens, ils ont l'air de réfléchir en avance. Ils ont dit, il faut démolir l'armée ivoirienne avant de vous implanter. Et ils l'ont fait. Ce que nous avons aujourd'hui là, c'est une racaille de mercenaires et des gens venus de partout. Donc, on ne sait pas qui peut faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Ça fait un. Sinon, tous les ingrédients sont là. Quand Ouattara se comporte comme ça, là, quelqu'un peut se lever pour dire qu'il nous emmène, on le fout et puis allez, on le chasse. Donc, c'est possible. Mais actuellement, ce qui doit se passer, c'est que l'opposition doit réaliser qu'ils ont en face d'eux un rocher qui ne peut pas se déplacer. Si ce n'est pas un ange qui va le déplacer comme on a déplacé le rocher devant la tombe de Lazare, ou bien enlever le rocher devant la tombe de Jésus-Christ, parce que c'est tellement lourd, soit par un ange qui va venir enlever ce rocher, ou bien l'opposition met dans la tête pour dire, écoutez, 2025 là, même si on doit reporter notre élection, on va la reporter, mais mettons-nous ensemble pour avoir des revendications claires. Si ce n'est pas réuni, c'est un blocage, il n'y a pas d'élection. La liste électorale doit être révisée. Si elle n'est pas faite là, ils n'ont qu'à oublier l'élection. 2, le dialogue politique. Si ce n'est pas fait là, ils n'ont qu'à oublier. 3, il n'y a pas de double nationalité, mais ça c'est une affaire personnelle. Si tous ces candidats-là sont éliminés, aucun candidat ne sera déclaré pour affronter Draman Ouattara. Le blocage là, tant que ce n'est pas réglé, il n'y a pas d'élection. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure de ça. Si tous les candidats sont éliminés, il y a déjà un candidat qui est prêt pour M. Ouattara pour l'accompagner aux élections de 2025. Il ne faut pas l'oublier. Hein. M. Assimi est déjà là. D'ailleurs, il y a les rumeurs qu'il a reçu 1,5 million il n'y a pas longtemps. Il est un milliard et demi. Il est un peu silencieux dans ces jours, mais quelque part, on a l'impression qu'il s'apprête très bien pour être un candidat contre M. Ouattara et pour valider la candidature de M. Ouattara. Voilà. Alors là, il y a un problème. Donc, on devrait faire attention. On devrait appeler la fille pour parler vraiment avec lui tirer les oreilles. Et si il fait ce que Kakabe a fait, on trouve une solution rapide pour lui. Ah oui, parce que la solution rapide. Il n'est pas la solution là, bon, comme on ne peut pas le dire, mais il y a comme on l'avait amené au nord là pour le frapper. Voilà. On va le chicoter un peu. D'accord, il n'y a pas de problème. Plus de gens de Kakabe en Côte d'Ivoire. Voilà. Je m'arrête là. Bonsoir, monsieur Ncho. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Sister Sarah. Bonsoir, Ncho. Voilà. Oui, surtout, bonne année à vous. Il y a fait plus d'un mois qu'on ne s'était pas parlé. Oui. Ouais. Merci. Oui. Merci. Bonne année à vous aussi. Merci. L'année sera rude. Les choses seront difficiles, mais ça va se mener au point. Et je ne pense pas qu'un coup d'État soit une bonne solution pour nous. Bon, parce que
Ça ne fera que retarder encore les événements. Non, les militaires n'ont jamais été la solution. Ils n'ont jamais été la solution. Ce sont les civils qui doivent manœuvrer de sorte à surmonter l'obstacle que le pouvoir met devant eux. Et pour parler de Arthur Banga, je vais citer Charles Pasqua, qui disait qu'en politique, quand il y a un problème, il faut créer un autre problème. Quand il y a une affaire, il faut créer une deuxième affaire, de façon à ce qu'il y ait une cacophonie et que la première affaire soit étouffée. C'est ça. La réalité, aujourd'hui, c'est la révision de la liste électorale. C'est ça le problème. On est en février. La commission électorale nous dit que ce n'est pas possible de faire une révision de la liste électorale pour un certain nombre de raisons fallacieuses. Qui est pourtant prévu chaque année. Chaque année. Il y a une chose. La liste qui a servi aux élections de 2023, elle existe. Le contentieux sur cette liste-là est connu. On peut commencer le contentieux de cette liste maintenant, pendant qu'on fait le traitement de la liste d'octobre-novembre dernier. Et une fois que cette liste est traitée, on poursuit le contentieux de cette liste. Et on fait un autre recensement, une autre révision maintenant et en mars, ou bien en mars. Et puis bon, on enchaîne le travail. Et une fois que ces trois listes sont prêtes, on les fusionne pour publier la liste. Donc, c'est une question d'organisation pour rendre les choses efficientes et pouvoir disposer de la liste électorale. Ce que Kubert prévoit, c'est juste gagner du temps. Parce qu'il essaie d'avoir raison. Eux, ils sont en train de, comment dire, to buy the time. Faire avancer le calendrier sans rien céder. Et ce n'est pas indispensable que l'opposition ait une nouvelle révision, mais surtout par rapport aux enjeux, par rapport aux bras de fer qui sont en train d'engager. Si tu recules une fois, ça veut dire qu'il y aura un autre obstacle. Donc, il faut montrer ta capacité à surmonter à chaque fois. Et il est impératif que dans les 5 mois qui suivent jusqu'en juin 2025, parce qu'en 2020, il y a une révision en juin. En 2015, il y a une révision en juin, à des moments où M. Ouattara était sûr de gagner. Maintenant qu'il y a une incertitude, ils sont en train de changer les pratiques qui ont eu lieu précédemment. Et donc, il ne faut pas trop compter sur ce que dit Arthur Banga. On a déjà Chris Yapi, on a Saïd Penda, maintenant on a Arthur Banga qui veut se faire mousser, se faire connaître par des attaques. Bon, là, il a créé un buzz et on ne parle que de lui. En bien ou en mal, mais on ne parle que de lui. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il recherche. Et donc, ça, c'est pas un gros problème. Parce que le quatrième, par rapport à la nationalité, il y a un certain nombre de choses à considérer. Le père est arrivé en Côte d'Ivoire en 1948 en tant que Français. En 1958, il devient Ivoirien. Il faut savoir s'il a renoncé à sa nationalité française en 1958. Et d'après le frère aîné, Thiam Tidjane est devenu français à 19 ans. Et donc, son cas, ce n'est pas une décision qui nécessite absolument un décret, parce qu'il renonce à quelque chose. Il n'y a pas un problème administratif, quelque chose qui nécessite, par exemple, la publication d'un décret. Il n'est pas français d'origine. Et il y a eu, en octobre dernier, de nouvelles dispositions pour protéger le caractère privé de certaines décisions qui fait que ce n'est pas absolu que tout soit publié, sauf si la personne demande. Et il pense au cas de Karim Ouad, qui était français d'origine. Et le cas de Karim Ouad, c'était avant la publication donc, de cette loi d'octobre 2024. Bon, est-ce
on peut imaginer que quelqu'un comme Thiam, qui après le Crédit Suisse a refusé l'offre de la première banque italienne, Unicredit, et qui avait déjà décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, va venir en Côte d'Ivoire et puis être confronté à une chose qui relève de sa volonté. C'est complètement superficiel, superflu, mais on sait l'objet qui est recherché. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce que le PDCI prévoit? Est-ce que le PDCI a l'arsenal qu'il faut pour s'opposer à une quelconque tentative de M. Ouattara d'aller de ce côté-là, c'est-à-dire dire que M. Thiam ne remplit pas les conditions pour être candidat? Est-ce que M. Ouattara et son groupe, s'ils le font, est-ce que le PDCI a ce qu'il faut pour leur tenir tête, c'est-à-dire des arguments qu'il faut? Bon, je ne peux pas m'aventurer dans une explication, mais je sais que Thiam, il a l'habitude de dire qu'on ne choisit pas les obstacles dans la vie, mais on doit choisir la façon de réagir. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont toujours soutenu M. Ouattara dans ces entreprises, il n'est plus le futur. Et ces pays-là viennent de perdre les pays de l'AES parce qu'ils avaient soutenu des régimes qui étaient impopulaires. Et visiblement, M. Ouattara est en train d'adopter des pratiques parce qu'il sait qu'il n'a plus la majorité ou bien il n'est plus certain d'aller dans une compétition ouverte. Déjà en 2010, il a fallu le report de voix de M. Bédié au deuxième tour. En 2015, il n'a affronté que M. Afi. En 2020, c'était Kakabé. Et donc, 2025, c'est une nouvelle donne. Ça sera donne. certainement M. Afi. Bon, ce sera M. Afi si M. Ouattara a la latitude de procéder comme il l'a fait dans le passé. Et il faut considérer qu'en 2020, il y a des choses qui ne sont pas connues, mais eux-mêmes, ils ont tremblé face à l'opposition du troisième mandat. Et s'il tarde tant pour annoncer sa quatrième candidature, c'est qu'il n'est pas sûr de la réaction de la population et il n'est pas sûr de contrôler la situation sans lâcher quelque chose aux militaires. C'est qu'il ne veut pas faire non plus. On a déjà vu plusieurs manifestations où les officiers, par exemple, Chérif Ousmane, une marche fête de l'indépendance qui avait un pistolet dans lequel il n'y avait pas de crosse. Et donc, pour contrôler la population, il faut qu'il concède beaucoup de moyens aux militaires. Or, s'il y a une situation qui dégénère et que, par exemple, il y a des soulèvements spontanés, parce qu'en 2020, c'est ce qui ne s'est pas passé. Il y a eu Bounois plusieurs jours, il y a eu Dabou, il y a eu Yamsoukro, il y a eu Daoukro, et il y a eu Mbato, mais ça n'a jamais été simultané. Et surtout, le FPI, le PPACI n'était pas impliqué. Donc, pour 2025, surtout que quand on considère 2010 par rapport à 2025, aujourd'hui, il y a un ras-le-bol de la personne de M. Ouattara. Parce que c'est que du vent. C'est que du vent qui le vendent. On ne voit pas la réalité de la deux solutions. Et voici quelqu'un d'autre qui arrive, qui peut porter un autre projet économique et contre qui vous ne pouvez pas discuter sur le plan économique, vous ne pouvez pas l'attaquer sur l'intégrité. Et c'est maintenant que c'est la question de la nationalité. On retourne en 2000 ou 2005 ou 2010. En 2000, c'est-à-dire que c'est carrément le monde à l'envers. Que ce soit les suiveurs de M. Ouattara qui s'attaquent à la nationalité de M. Thiam, c'est ahurissant, quoi. C'est complètement ahurissant. Et je ne pense pas que Ouattara lui-même veille que le bras de fer qu'il engage est jusqu'au bout. Il est en train de sonder, mais finalement, il va lâcher. Parce que même au sein de la CEI, il n'y a pas d'accord, ça ne parle pas bien. C'est que Cuibert, qui a lâché la bombe,
mais ce n'est pas quelque chose qui est suivi. Mhm. Et bon, Thiam le dit, D'accord. face à une situation, il faut choisir sa réponse. Et il y a 5 D'accord. mois pour Mhm. que ce soit une situation impossible. Et là, visiblement, bon, chacun est en train d'affûter ses armes, mais la réaction elle-même, bon, on ne peut pas lancer courir et dire que ceci va être fait ou pas. D'accord. Alors, M. Adjaï, je sais que nous tous, nous sommes un peu branchés sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. On voit un peu tous les débats dans tous les pays, hein, sur la Côte d'Ivoire. On voit un peu ce qui est en train de se passer un peu à gauche, à droite. Est-ce que vous pensez que en 2025, nous sommes déjà en 2025, donc dans quelques mois, est-ce que vous pensez vraiment que l'opposition va réussir? Et c'est à vous tous que je pose la question, mais M. Adjaï va répondre d'abord en premier. Est-ce que vous pensez que l'opposition, vous voyez des signes déjà qu'elle est en train de se recouper ensemble là pour pouvoir faire bloc contre M. Ouattara? Ou bien alors, est-ce que vous pensez que la marmaille de M. Ouattara est en marche? Parce qu'on a vu ça avec le cas Billon qui est d'actualité. On a vu ça avec le cas Afim Descent. Sister Sarah. Allô, Sister Sarah. Oui, je suis là. Oui, je voudrais juste faire une petite précision. Je voudrais faire une petite précision parce que vous voyez, 2025, ce n'est pas 2010. Et 2010, bon, M. Gbagbo, il n'était pas anti-français. Il était francophile. Mais les conditions dans lesquelles les choses se sont passées ont fait que déjà le PPACI et M. Gbagbo sont devenus hostiles à la France. Le PDCI n'est pas anti-français. Mais si les alliés externes laissent faire M. Ouattara, vous voyez qu'il va y avoir un basculement du PDCI vers tout ce qui est hostile à la France. Et compte tenu de l'âge de M. Ouattara, je peux vous le dire, s'il est candidat en 2025 et que tout est fait pour qu'il soit déclaré vainqueur, il ne finira pas son mandat. Et c'est certainement son petit frère à qui il va confier le pouvoir. Ça, nous le savons. Et donc, oui. C'est un secret de polichinelle. Donc, est-ce que un tel scénario ira jusqu'au bout? Et donc, puisqu'il y a la présence extérieure anti-occidentale qui est déjà en place à la chose, pourquoi est-ce que les alliés de M. Ouattara iraient jusqu'à jouer, à parier sur lui pour l'avenir, alors que lui-même, le temps n'est pas en sa faveur? D'accord. Et donc, oui, donc voilà la précision que je voulais apporter avant qu'on les passe à un autre point. Merci. Alors, M. Adjaï, allez-y. Oui, l'opposition va pouvoir se mettre ensemble. Est-ce que vous voyez des signes déjà qu'il y a des rapprochements un peu à gauche, à droite? Oui. La même situation. Puisque Ouattara veut s'attaquer à la nationalité de Tidjane Thiam, je pense que cette question va plus solidifier, sinon rapprocher l'opposition, surtout le PDCI et le PPACI, pour se mettre ensemble et parler d'une même voix avec des députés comme Bredoumi et les autres. Comme tout à l'heure, on appelle ça, Pinchot l'a dit, au sein de la CEI, déjà ça ne va pas. Il y a deux camps. Il y a le camp Cuibert et il y a un autre camp qui veut que la liste électorale soit révisée. Donc, ça ne va pas et ça va continuer à ne pas aller dans leur camp. Le seul problème, c'est qu'il y a des électrons libres, comme Billon et Afi. Mais si l'opposition est solide, sinon est très unie, on va appeler ces gens-là pour parler avec eux, pour leur signifier le danger qu'il y a et que nous ne voulons plus du scénario KKB. C'est ce qui a fait que Ouattara a pu se maintenir encore pour le 3e mandat. Le dernier point que je veux faire, c'est que Ouattara a peur. Sincèrement, il a peur parce qu'il se dit que
c'est vrai, il a une armée, c'est mercenaires, mais une armée, aussi forte qu'elle soit, ne peut pas tuer toute une population. Donc, il a peur de tout ça. Et si jamais il tire sur un Ivoirien aujourd'hui, le monde entier va réagir et il aura beaucoup de conséquences. Ça, voilà ce qui lui fait très, très peur. Et donc, on va aider l'opposition avec nos avis pour qu'ils soient vraiment unis et mettre le pied à terre avec des revendications fermes. Oui. Si ceux-là ne sont pas... Ma question aussi, c'est ça. Est-ce que vous voyez des signes de rapprochement de l'opposition? Est-ce que vous voyez des signes que les différents partis politiques commencent à parler, à se voir? Oui. Les gens parlent beaucoup ils se parlent. Et dans ce qu'ils disent, il y a la révision de la liste électorale et beaucoup d'autres questions. Ils sont d'accord sur ça et c'est ça qui va faire qu'ils vont avoir le dessus. Parce que Coulibaly il sait qu'il doit faire la révision, mais il a décidé de ne pas faire cette révision. Donc l'opposition doit être ferme sur ces revendications-là et il y aura des difficultés. Voilà. D'accord. Alors, Pasteur Aka? Est-ce que Pasteur Aka est toujours là? Il doit être en mute. D'accord. Monsieur Chou, vous voyez des signes de rapprochement? Oui, bien sûr. Il y a de nombreux signes de rapprochement. Par exemple, Diaoufoué. Cette semaine, le week-end dernier, il a eu un meeting avec des militants du PDCI dans lequel il demandait que le PDCI embrasse la question de l'inscription de M. Gbagbo sur la liste électorale. Et partout où il irait, il devrait en parler de façon à ce que l'élection soit inclusive. Et au-dessus de cela, il y a eu la réunion entre les jeunes députés PDCI et les jeunes députés du PPACI. Et oui, ils se sont prononcés sur la question. Et il y a plusieurs signes, il y a plusieurs messagers, mais la question même de l'entente entre les partis d'opposition sur la question de la liste électorale, elle est évidente. Elle est évidente, oui. Sur l'inclusion, elle est évidente. Et surtout sur tout ce qui est audit de la liste électorale, mais encore que sur ce point-là, qui m'a apporté une idée, c'est que dès qu'on doit afficher la liste électorale par bureau de vote, et les gens doivent aller identifier tous les électeurs qui sont supposés voter dans un bureau de vote. Parce qu'il y en a autour de 400. Chaque section du PDCI doit aller identifier tous les électeurs. Et parmi les cas litigieux, il y a ceux qui sont nés de femmes ayant eu plusieurs enfants et parfois des enfants qui sont nés dans des villes différentes. 500 enfants. Oui. Il y a des pères qui sont... Elles ont accouché plus que même les porcs. Hein. Oui. Et surtout, déjà, il y a un député, par exemple, PDCI de Iré, qui dit que dans sa circonscription, il y a 2 centenaires qu'il a cherché à rencontrer, mais ces centenaires n'ont jamais existé, en fait. Donc, ce qui peut être fait dès maintenant, les cas litigieux qui sont connus, il faut chercher à aller toucher du doigt ces électeurs-là. Et donc, le contentieux, il est donc facilité par cette possibilité pour les gens de savoir dans quel bureau de vote se trouve tel type d'électeur qu'on doit toucher. Et les choses, oui, c'est juste une question de rapport de force. C'est un pétard qu'ils ont balancé. Et bon, ils attendent le retour. Les choses vont se faire. Le PDCI a un meeting le 15 février à la place Figayo. Il y a beaucoup de choses qui vont se dire. Et par la suite, bon, je pense que les contacts vont se poursuivre. Et
Le FPI a donné l'ultimatum du 31 mars, mais la différence aujourd'hui, c'est que M. Ouattara n'a pas le droit de son côté. Il était la victime hier, il était l'homme à soutenir hier, mais aujourd'hui, il n'a pas le droit de son côté. Il est l'homme à abattre aujourd'hui. Il sera forcément l'homme lâché par tous au dernier moment. Oui. D'ailleurs, vous parlez aussi de logistique, puisque on est là sur M. Thiam et le PDCI. Déjà, ce que vous venez de dire, c'est déjà très bien parce que ça va permettre aux gens de comprendre qui existe et qui n'existe pas pour réduire la fraude. Mais est-ce que le PDCI a aussi pensé à faire en sorte qu'il y ait une logistique assez sérieuse pour justement permettre à M. Thiam de profiter des voix qu'il va avoir pendant ces élections? Est-ce que vous avez la logistique qu'il faut pour ça, avant que j'aille vers M. Aguirre? Ça, c'est l'étape suivante, parce que c'est le jour de l'élection. Et quand on dit que l'opposition n'est pas unie, par référence en 2025, en 2010, il faut comprendre ce qui s'est passé en 2010. Le PDCI n'avait plus de représentants dans les bureaux de vote, dans les lieux où il y a eu les consolidations, le soir même des élections. Oui, les représentants du PDCI avaient déserté parce qu'ils étaient allés faire la fête. Thiam, il a une autre approche. Pour lui, le PDCI doit compter d'abord sur ses forces et être mobilisé. Et maintenant, dans l'alliance, on est dans l'alliance par rapport à des objectifs, mais on défend nous-mêmes nos intérêts. Et quand tu parles de logistique, quand vous parlez de logistique le jour du vote, sans le moindre doute, parce que la logistique dépend aussi de l'enthousiasme des électeurs, des militants. Vous le savez, les militants du PDCI, ils sont très motivés aujourd'hui. Très motivés. Oui. Ça, ils sont debout et ils sont prêts pour les élections. Oui. D'accord. Donc la logistique, ça dépend de l'organisation. On ne peut pas en parler comme ça, mais elle existe et elle sera mise en place. Sur le plan logistique, comme vous le dites, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est celui des tablettes que Koulibaly QB gère. Ils peuvent les trafiquer, ils peuvent les truquer pour ne pas qu'elles fonctionnent. Et le reste, ils vont voter à la place des nombreux, les 500, les 1000, les non frauduleux qui sont là sur la liste. Voilà, eux-mêmes, ils vont voter à leur place. Mais pour le public, les tablettes ne pourront pas marcher et les gens ne pourront pas voter. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect logistique, c'est les inspecteurs, les surveillants. La société civile est prête à mettre le pied dans le plat. Les organisations de défense des droits de l'homme, nous, à la FIDOP, on va être sur le terrain. Quoi encore? Il y a d'autres, même les partis politiques vont envoyer des gens sur le terrain. Donc, on va envahir toute la Côte d'Ivoire. La seule chose, c'est le Nord qui va poser problème avec les hommes en armes. Parce que le RDR compte sur les gens en armes pour causer le désordre dans ces zones-là. Mais je pense qu'au moment opportun, ça pourrait être circonscrit avec l'assistance des observateurs internationaux qui vont arriver. Voilà. D'accord. Est-ce que Pasteur est revenu? Peut-être qu'il s'est endormi. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, parlons un peu du cas Afim Guessan. Je l'ai ébauché tout à l'heure. Est-ce qu'Afim Guessan aujourd'hui n'est pas un danger pour l'opposition, puisqu'on le sent très silencieux dans ces temps-ci, et puis les rumeurs commencent à nous dire que M. Afim Guessan est en train de recevoir de l'argent, aurait reçu de l'argent de M. Alassane Ouattara. Si c'est vraiment le cas, est-ce que ce n'est pas le prochain KKB?
celui qui va venir confirmer la candidature de M. Ouattara? Bon, ouais, Chevalier. Oui, d'abord, je voulais revenir sur la logistique. Le Nord, ce qui s'est passé en 2010 n'est pas envisageable en 2025. Parce qu'en fait, il y a un fort désagrément du Nord vis-à-vis de l'expérience de M. Ouattara à la présidence et vis-à-vis des relais qu'il a sur place et l'impact qu'il a eu sur leurs conditions de vie en réalité. Et donc, Thiam est déjà allé au Nord et il est prévu, par exemple, qu'il retourne à Korogo. Et lorsque Diaoufou y était, il a été reçu dans la cour du Palais Foro, Gon-Koulibaly. Oui. Et le problème, c'est celui donc de la technologie qui sera adoptée, parce que les tablettes qui ont toujours existé ne vont pas continuer de servir. Et lorsque Thiam dit que tous les électeurs, toutes les sections doivent toucher, aller au contact des électeurs, c'est pour pouvoir les identifier. Et la procédure adoptée dans le passé pour Fodé est connue, a été recensée. Et donc, il va avoir un dispositif en place pour s'assurer que ça ne fonctionne pas en octobre. Les tablettes servent à identifier, mais surtout, on sait aussi les CEI locales qui ont des tablettes qui tombent en panne à partir de 11h du matin. Entre 11h et 13h, on sait à quelle fin. Et la précaution élémentaire à prendre, c'est de s'assurer que dès qu'on dit que la tablette est tombée en panne, on puisse la remplacer rapidement. Et aussi s'assurer qu'il y a une tablette ou deux tablettes qui sont en charge pendant que les deux autres sont en train d'être utilisées pour identifier les électeurs. Et donc, tout ce qui a été fait hier, on dit premier Gaou n'est pas Gaou. Si en 2025, l'opposition se laisse gruger encore, c'est que ce sont des latas. Oui. Bon, et puis comme vous le dites, hein, la situation a énormément changé. En 2015, d'abord, les opposants, beaucoup étaient en exil. Ensuite, les populations étaient pétrifiées par le trauma qu'elles venaient de vivre. Et donc, en fait, sur le terrain, il n'y avait que vraiment le parti de M. Ouattara qui tenait de main de maître tout ce qui s'est passé de côté élection. Maintenant, aujourd'hui, le PDCI a son leader qui est là, le président Laurent Gbagbo est rentré, Blaise Guidé est rentré, Mme Simone est rentrée. Il reste seulement Soro, mais nous croyons que dans les négociations, ils vont certainement aussi poser le problème de Soro Guillaume. Et si tous ceux-là qui sont déjà là se mettent ensemble, ça peut créer un grand feu. Ça peut créer un grand feu qui va déranger un peu M. Ouattara. Alors, Afin Guessan, allez-y. Si Afin Guessan. Non, Afin Guessan, bon, si la rumeur, c'est qu'il a pu toucher et autres, ce n'est plus le plus important. Ce n'est plus le plus important. Mais je suis persuadé que M. Ouattara ne peut pas dire que lui, il est candidat et dire que M. Gbagbo n'est pas candidat. Les deux pièces vont ensemble. Oui, non, vous savez, M. Ouattara, lui, s'en fout de tout le monde. Hein. Donc, lui, il peut dire qu'il est candidat, Gbagbo n'est pas candidat. C'est maintenant aux opposants de dire, de trouver les moyens de pouvoir dire non à M. Ouattara. Voilà, sinon M. Ouattara et le RHDP, ils ne sont pas prêts. Ils s'en fichent de tout le monde. Hein. Et donc, M. Ouattara, croyez-moi, ça ne le gênera pas du tout de dire que Gbagbo n'est pas candidat, mais lui, il est candidat. Et donc, il s'agit maintenant que l'opposition puisse s'armer réellement pour aller contre M. Ouattara. Sinon, effectivement, il va le faire. Il va faire un passage de force. Il va faire un passage. Il pourrait dire cela, mais je ne pense pas qu'il puisse gérer les conséquences s'il déclare que lui, il est candidat et que M. Gbagbo n'est pas candidat. Parce que l'action internationale est aussi basée sur un semblant de justice.
Alors que là, l'injustice sera trop flagrante. Et surtout qu'il ne peut pas dire que Gbagbo n'est pas candidat et que Thiam n'est pas candidat. Or, si il crée une frustration vis-à-vis de Gbagbo et de son électorat pour dire que Gbagbo n'est pas candidat, imaginez une compétition Thiam-Ouattara pour qui l'électorat de M. Gbagbo va voter. Non, mais écoutez, c'est ce que je suis en train de vous dire, M. Chaud. Dans l'esprit de M. Ouattara, M. Thiam n'est même pas celui qui va être opposé à lui. En fait, M. Ouattara, et sur ce point, Pasteur Aka avait un peu raison, M. Ouattara fonctionne un peu dans la mentalité de 2015. Il va s'acheter un candidat qui va s'opposer à lui. En 2015, c'était qui? Kakabe, n'est-ce pas? C'est ça? En 2000 ou en 2020. Voilà. Non, en 2025, 2020. Oui. Voilà, en 2020. En 2025, ça sera M. Afi Nguessan. Les signes sont clairs. Et M. Afi, il aura seulement besoin d'un seul opposant pour valider sa candidature. Donc, ne croyez pas que M. Ouattara sera gêné par le fait que M. Gbagbo n'est pas sur la liste. Mais on a déjà dépassé ça. En 2020, M. Bédi avait vu sa candidature validée. Je pense que M. Afi aussi. Et c'est M. Gbagbo, M. Soro qui avait vu leur candidature invalidée. Et c'est du fait de la CNT. Et ce que je dis, c'est que M. Ouattara ne peut pas déclarer M. Gbagbo invalider M. Gbagbo. Candidature, mais il a déjà fait. Mais invalider aussi Thiam. Il ne peut pas invalider les deux. Maintenant, c'est le programme, le nouveau programme. Voilà pourquoi on en parle ce soir. Sinon, le programme Gbagbo Laurent, c'est un dossier pour M. Ouattara qui est clos. Pour le RHDP, M. Gbagbo ne sera pas candidat. Il ne sera jamais candidat. En tout cas, pas en 2025. Pour eux, c'est un débat qui est clos. Maintenant, c'est aussi ce qu'il déclare. C'est aussi ce qu'il déclare, mais je ne pense pas que... Oui. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, écoutez, quand je parle de M. Ouattara, je parle de M. Ouattara d'aujourd'hui. Nous ne parlons pas de M. Ouattara de 1990-93. Nous parlons de M. Ouattara, dictateur, qui a pris de l'âge, qui est très influençable par tout son entourage, qui est devenu très paternel et qui n'a pas le courage de punir qui que ce soit, encore moins lui-même. Ce M. Ouattara, il est dangereux pour la Côte d'Ivoire, justement. Parce que ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait. Et donc, pour M. Ouattara, Diégoudé est un criminel, Gbagbo Laurent est un criminel, ils sont éliminés. Soro Guillaume est en exil, il est éliminé. Le dernier qui reste sur la liste à éliminer, eh bien, c'est M. Tidiane Thiam. Que si les autres ne vont pas aux élections, Mme Simone Gbagbo n'ira pas contre lui. Il le sait. La seule personne qui reste, c'est M. Thiam. Voilà, c'est le nouveau programme en fait. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Il faut vraiment que l'opposition se mette ensemble, sinon ça va chauffer. Allez-y, l'opposition c'est votre point. Non, mais l'opposition est ensemble. Et je pense que l'opposition est ensemble sur l'essentiel, c'est la révision de la liste électorale et l'inclusion et les élections transparentes. Et c'est très délicat pour M. Ouattara d'éliminer M. Gbagbo et lui-même d'être candidat, et sans qu'il y ait un report de voix, sans que cela ne suscite un engouement ou bien une volonté pour l'électorat de M. Ouattara, de M. Gbagbo, de sanctionner donc celui qui a éliminé leur candidat. Parce qu'il y a le risque du vote sanction. Et je ne pense pas que quelqu'un veuille boycotter en 2025. Et c'est là la difficulté pour lui de passer à l'action. Ils peuvent le vouloir, mais il sait que cela va se traduire par un vote sanction. Oui, ça c'est si les Ivoiriens se réveillent. Ça c'est si les listes électorales ont été nettoyées, mises à jour. Ça c'est si la CEI a changé de peau. Ça c'est si le Conseil constitutionnel est devenu équilibré. Il y a beaucoup de conditions pour permettre d'avoir un vote sanction. Parce que même si le peuple vote contre M. Ouattara,
avec le système qu'on a en place, il sera déclaré vainqueur. On n'a même pas besoin que quelqu'un aille voter. Les Ivoiriens même peuvent dire qu'ils ne votent pas. Ils vont s'asseoir chez eux. On verra que personne n'est allé dans aucun bureau de vote. Mais le soir, les résultats vont donner M. Ouattara vainqueur. Bien sûr. Voilà. Alors, C'est ça. bon, sur ce plan, comme c'est encore le futur, Oui. je ne pense pas que les choses puissent se passer aussi facilement comme une lettre à la poste. Ce n'est pas... Non. On espère Non, tous parce que l'on que... est AGI. Oui, je suis d'accord avec vous ça. pensez... Je suis... Oui, vas-y, allez-y. Est-ce que vous pensez que M. Ncho est beaucoup optimiste par rapport au futur? Oui, il est optimiste. Les Tidiane Thiam a un nouveau plan de commencer dès maintenant, ce qui est très bien d'ailleurs, de commencer dès maintenant à vérifier les listes électorales dans les bureaux de vote où les gens vont aller voter. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que vous, quand vous regardez tout ça, vous pensez que M. Ouattara va se lever un matin et puis dire je veux que Babou Laurent soit candidat? Vous le voyez changer d'avis, M. Ouattara? Non. Ouattara devient un cabri mort. Ouattara ne va jamais le faire. Même la liste électorale, Ouattara a déjà dit à Koulibaly de ne pas permettre la révision de la liste électorale. Donc, il est devenu cabri mort. Il s'en fout. Ou bien il meurt. Parce que Ouattara craint d'aller à la CPI. Il a peur. Donc, il est en train de jouer sa dernière carte. Il va jouer en cabri mort. Quitte à ce qui va arrive. Mais ne comptez pas sur Ouattara pour dire que oui, Babo hier a fait de moi candidat, aujourd'hui je lui ramène l'ascenseur. Jamais. Ouattara est méchant. C'est-à-dire, quand vous regardez, Ouattara n'est pas un homme normal, n'est pas un être humain. Non. Seulement, le seul problème d'Afi, Afi a fait une sortie la dernière fois, je crois en janvier, là, vers le janvier, pour interpeller Ouattara, pour dire s'il y a problème, il sera le seul responsable. Il faut qu'il respecte la loi. Ça, c'est de la mise en scène de Afi. Bon. Cet homme-là. Voilà. Sinon, il a interpellé Ouattara. Maintenant, on parle qu'il a reçu de l'argent. Bon, là, on a un peu peur parce que on le connaît dans ses dérives. Il va commencer à raconter des histoires. Je vais gagner de faire en face de Ouattara, ce sera pour accompagner Ouattara. Mais vous savez, M. Ouattara, il n'a pas d'état d'âme. Et c'est là où M. Ouattara a réussi à battre tous les leaders politiques ivoiriens. M. Ouattara, c'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme. Il est un mafieux. Ouattara peut vous faire chanter, courir, sans que vous vous en rendiez compte. Beaucoup de gens disent que M. Afi Nguessa a de l'argent. Il n'a rien. À l'instant où on l'a libéré de prison et tout ça, ils n'ont tous rien. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Je me souviens encore, mon oncle qui m'a appelé ici pour me demander pardon, d'appeler pour voir si quelqu'un peut intervenir pour qu'on lui libère ses fonds. Parce que même quand M. Ouattara a donné l'ordre de libérer ses fonds, mais tous les goulas qui sont autour de M. Ouattara, ils ont bloqué le monsieur à gauche, à droite. Ils ne pouvaient plus voir le président Ouattara et plus personne ne voulait même le recevoir. Donc, quand on parle des gens comme Afi et tout ça, qui étaient au FPI et qui, après la crise, ont perdu la guerre, ils ont tout perdu. Ils résistent, mais de temps en temps, ils sont obligés de tendre la main parce que ça chauffe. Je ne pense pas que M. Afi Nguessa est le même Afi Nguessa de 2005-2010. Il y avait beaucoup d'argent. Non. Donc, aujourd'hui, ce sont des gens qui ont tout perdu. Voilà. Donc, M. Afi Nguessa, aujourd'hui, selon l'analyse que nous faisons, c'est le plus grand danger aujourd'hui pour les opposants. Ils devaient prêter attention à lui. Parce qu'il sera prêt à vendre sa voix à M. Ouattara encore pour valider sa candidature, M. Adjei, avant que je prenne le mot de fin de M. Ncho. C'est pour de l'argent qu'il avait fait alliance au RHDP récemment. C'est pour ça.
il a reçu de l'argent, mais cette fois-ci, il se rend compte que Ouattara est à sa fin. Donc, il va rejoindre l'opposition. Je ne pense pas que... On espère pour lui. On espère pour lui. On espère pour lui qu'il va vraiment rejoindre l'opposition parce qu'il ne gagnera rien en suivant M. Ouattara. Non, il va se faire en nid et puis après, il va vraiment perdre son aura parce que, vous savez, les gens qui suivent M. Ouattara, beaucoup perdent leur aura. Et on sait comment ça se termine. Il sera le prochain président, ministre de la réconciliation. Quelle réconciliation? La même réconciliation qu'il avait essayé de faire d'après lui, qu'il a parcouru la Côte d'Ivoire et puis on est là où on est aujourd'hui. Pour récompenser, comme il a fait pour récompenser quelqu'un, il va récompenser la fille. Kakabé aujourd'hui est ambassadeur, s'il vous plaît. Oui. Et il est tranquille, il mange, il dort. Alors, monsieur Cho, votre mot de fin. Votre mot de fin, monsieur Cho. Mot de fin, je voudrais juste préciser que c'est l'élection la plus ouverte qui a eu lieu depuis 2010 et tout est possible. Maintenant, c'est quelque chose qu'il va falloir bien négocier et ça va se remporter au point. Il y a de nouvelles technologies. Il suffit de financer les nouvelles tablettes et contrairement au passé, le RDR s'est découvert, ses stratégies sont connues, ses façons de faire sont connues et la liste électorale elle-même, les gens qu'ils ont ajoutés sur la liste électorale en 2010 dans les zones du Nord, et puis par exemple une ville comme Boaké, qui a vu son corps électoral changer du fait de la rébellion, les pays de l'AES, il faut le savoir, ne sont plus derrière M. Ouattara comme ils l'ont été dans le passé. Et donc ça aussi, c'est une inconnue pour eux. Et quand on parle de l'opposition, des faiblesses de l'opposition, il faut aussi savoir que ce qui faisait la force de M. Ouattara hier est fragilisé, est fracturé. Son électorat, son électorat, et surtout les gens qui sont originaires du Nord voient que, il est en bout de course. Alors, il faut savoir s'unir. Et puis aussi, ils ont aussi des contentieux avec M. Ouattara, avec le décès de certains de leurs intellectuels, de leurs leaders. Et donc, il faut savoir s'unir sur l'essentiel. Il faut éviter de tenir certains discours guerriers, parce que c'est ce que M. Ouattara attend. Et donc, il faut porter sagement, tranquillement, le combat. Et c'est ce que M. Ouattara ne sait pas faire. Lorsqu'il faut savoir, il faut négocier ou bien en face d'une situation réelle, bien posée, eux, ils ne savent pas réagir. Donc, ils attendent toujours que tu commettes l'erreur de t'engager sur le terrain de la violence. Sinon, rien n'est encore joué et eux-mêmes, ils se cherchent, comme on le dit. D'accord. Merci, M. Cho. M. Adjaï, rapidement, en une minute. En une minute, oui. Il faudrait que l'opposition aussi lance un message aux étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, les étrangers de la région AES. Il faut qu'on leur lance un message de s'abstenir. Si les gens leur donnent des fausses pièces pour qu'on les utilise comme l'électorat, comme selon Adjoumani, il faut qu'ils s'abstiennent. Parce que s'ils font ce qu'ils ont fait par le passé, que la Côte d'Ivoire brûle, eux aussi, ils ont du sang dans le corps. Donc, il faudrait que l'opposition lance un message aux étrangers, à toutes les ambassades en Côte d'Ivoire, pour parler à leurs ressortissants, de se mettre à l'écart de l'élection ivoirienne. C'est le dernier point que je voulais faire. D'accord. Merci. Merci, M. Adjaï. On espère que, en tout cas, le PDCI, on espère vraiment que le PDCI sera aux aguets, faire attention à toutes les démarches de M. Ouattara. Nous croyons que si M. Tidiane Thiam a décidé d'être candidat,
c'est parce qu'il sait que la Constitution le lui permettra. C'est parce qu'il sait qu'il n'y a rien dans cette Constitution qui le condamne. Si en Côte d'Ivoire, on a pu faire toutes les gymnastiques pour que M. Ouattara soit candidat, nous ne voyons pas quel autre Ivoirien ne peut pas être candidat, en Côte d'Ivoire. Non. M. Tidiane Thiam, nous savons, est très sûr de lui-même et nous croyons que M. Do nous l'a dit, M. Tidiane Thiam est qualifié pour être candidat en Côte d'Ivoire et on espère que les opposants vont se mettre ensemble si jamais un de ces candidats est éliminé comme M. Gbagbo, M. Thiam. On espère que tous les Ivoiriens vont se mettre ensemble pour dire non, ça suffit. Allez, il faut qu'il soit candidat. Merci de nous avoir suivis. Et puis bon, M. Atum Baga, vous savez, c'est un non-événement, hein, comme on l'a déjà dit. On espère qu'il sera assez intelligent pour se relever très vite et pour comprendre que l'argent de la traîtrise ne donne pas de la bonne santé aux gens. Il faut qu'il le sache. Beaucoup sont passés par là avant lui. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Donc, en tout cas, mon ami, il faut revenir à la vérité. C'est mieux de dire la vérité. Voilà. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, merci à vous. Allez, merci à tous.